Madame Marie-Noël Flotterer. Et je te souhaite un bon anniversaire, Marie-Noël. Ça, c'est comme ça quand ça tombe le jour d'un conseil municipal. Voilà, comme Soria la dernière fois. Monsieur Mouradazi. Madame Bakhta Maïch. Monsieur Jean-Luc Leroy. Présent. Madame Elvire Thénault. Monsieur Moustapha Bamba. Madame Colette Lambert. Madame Jacqueline Rago. Madame Mireille Benatar. Monsieur Hervé Martin. Monsieur Albert Blondel. Monsieur Abdelaziz Lalmi. Madame Patricia Egas a donné pouvoir à Monsieur Albert Blondel. Monsieur Bernard Narboni. Présent. Monsieur Bernard Laborde. Présent. Madame Francine Cancel. Monsieur Loussen El Mazouzi. Présent. Madame Maha Gulfraz. Absente. Madame Loga Vicente. Présente alors. Alors, Madame Loga Vicente. Monsieur Sylvain Anamané. Madame Soria Maïch va arriver dans quelques instants. Monsieur Alain Bocara, absent. Madame Pascale Andriana Solo, absente. Monsieur Thierry Mention, absent. Monsieur Arouf Baka, absent. Madame Jennifer Bonino, absent. Monsieur Laurent Poulot, absent. Monsieur Franck Capmarty, et Madame Barbara Ezelis. Donc, le quorum est atteint. Alors, 24 présents pour l'instant, un pouvoir et 8 absents. Alors, comme d'habitude, la séance est filmée et retransmise sur le Facebook de la ville. Je vais nommer le secrétaire de séance. Alors, cette fois-ci, le secrétaire de séance, dans l'ordre, comme Mme Egas n'est pas là, c'est M. El Mazouzi. Pas d'observation, tout le monde est d'accord. Eh bien, M. El Mazouzi est nommé secrétaire de séance le 14-12-2023. Voilà. Alors, premier point à l'ordre du jour. L'approbation du procès-verbal du 5 octobre 2023. Avez-vous des remarques à formuler sur ce procès-verbal? On fait ça en musique ce soir. Donc s'il n'y a pas de remarques, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 2. C'est la création, la suppression de postes et autorisation de recourir à du personnel contractuel. Alors ça, c'est une délibération qu'on passe à chaque conseil pour pouvoir les postes. Alors à la direction des affaires culturelles, suite au départ par mutation d'un professeur de flûte de l'école des musiques, je propose de supprimer l'ancien poste et de créer un nouveau poste au grade d'assistant d'enseignement artistique à compter du 1er janvier 2024 et d'autoriser à recourir à du personnel contractuel. À la direction des sports et de la jeunesse, pour permettre une continuité du service au poste d'informateur jeunesse, autorisé donc à avoir recours à du personnel contractuel. À la direction des ressources humaines, dans la perspective du départ de la directrice actuelle et pour pallier à son remplacement, on crée donc un poste permanent de directeur des ressources humaines à temps complet, catégorie A des attachés ou B du cadre d'emploi de rédacteur à compter du 15 février 2024 et d'autoriser à avoir recours à du personnel contractuel. Dans le cadre d'une demande de disponibilité pour pallier au remplacement d'un gestionnaire paye-carrière, on crée
un poste de gestionnaire paix et carrière à temps complet. Et on autorise à avoir recours à des contractuels. À la direction de la petite enfance pour régularisation de la création du poste d'un auxiliaire de puériculture qui n'a pas obtenu le concours de la fonction publique, on crée donc le poste, on supprime donc le poste qu'on avait créé et on crée un poste permanent d'auxiliaire de puériculture à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires de catégorie C. Et on autorise à avoir recours à du personnel contractuel. À la direction de l'aménagement et du cadre de vie, pour les besoins du service et suite au départ d'un agent, on crée un poste permanent d'électricien à temps complet de catégorie C et on autorise à avoir recours à du personnel contractuel. On crée également un poste non permanent pour accroissement saisonnier d'activité d'agent des espaces verts à temps complet de catégorie C. Toujours pareil, autorisation d'avoir recours à du personnel contractuel. À la direction de l'informatique et de la téléphonie, on crée un poste permanent de technicien informatique et de téléphonie à temps complet de 35 heures hebdomadaires de catégorie B et on m'autorise à avoir recours à du personnel contractuel. À la direction de l'urbanisme et de l'aménagement durable, pour permettre une optimisation du traitement des dossiers, on crée un poste non permanent suite à un accroissement temporaire d'activité et on autorise à avoir recours à du personnel contractuel. Enfin, des avancements de grade pour l'année 2023 à la direction des sports et de la jeunesse, 2 postes d'animateurs, un poste de gardien de gymnase, un poste d'éducateur sportif. Alors, on supprime l'ancien poste, on crée le nouveau grade. À la direction de la petite enfance, un auxiliaire petite enfance, un agent d'entretien à temps complet. À la direction scolaire et périscolaire, un poste d'agent administratif, un poste d'agent de restauration à temps complet, un poste d'agent d'entretien à temps complet et 3 postes d'ATSEM agent d'entretien. On crée également un poste de responsable périscolaire à temps complet, un poste de responsable périscolaire à temps complet et également un autre. Il y en a un qui est adjoint d'animation et l'autre qui est adjoint technique principal. Et on crée également 2 postes d'ATSEM à temps complet. À la direction des affaires générales, on crée un poste d'adjointe à la responsable des affaires générales et élections. Et enfin, à la direction de l'aménagement et cadre de vie, on crée un poste de magasinier à temps complet. Et bien évidemment, on supprime le poste avec l'ancien grade. Voilà, des remarques sur ces création et suppression de postes. Rien d'extraordinaire, c'est du classique. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Alors, le point suivant, c'est l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Alors, dans les compétences transférées, il y avait une compétence qu'on avait transférée et qu'on va reprendre cette année 2023, car il s'agit d'une compétence relevant exclusivement de la commune, à défaut d'avoir été donc transférée auparavant à la communauté d'agglomération. De fait, l'entretien des bornes et poteaux incendie, initialement intégrés au titre de transfert de charges, liés aux zones d'activité communautaire, est rétrogradé donc aux communes à compter du 1er janvier 2023. L'incidence sur Montmagny, puisqu'il y a 5 points au niveau du PTM, c'est on récupère la somme de 2 216,50 €. Somme, c'est le coût aujourd'hui. C'est pas le coût qu'on avait transféré en 2002. Mais bon, l'incidence, c'est que les augmentations futures seront à la charge de la commune. Le deuxième point, c'est les polices municipales, puisque au niveau des polices municipales, on paye en 2023 les coûts des policiers municipaux de 2022. Donc à Montmagny, nous avions en 31 décembre 2022 9 équivalents temps plein. On avait en 2022 une masse salariale de 461 433,63, auquel on va enlever les renforts communautaires. Les renforts communautaires, c'est lorsque l'on prête à d'autres villes pour des manifestations nos policiers municipaux, et c'est compté à 52 € l'heure. L'assurance statutaire, 4 813,37.
La formation, l'armement et le psychologue, 5 860. Les frais de gestion, 26 280 euros. Les véhicules pour 16 333,84. Et l'investissement, c'est l'amortissement, 333 euros. Ce qui nous fait donc, pour l'année 2022, 511 830,04 coût des 9 policiers municipaux. Si on fait une division par 9, on obtient le coût qui est à peu près 51 000 euros d'un policier, tout compris donc avec toutes les charges qui vont autour. Deuxième point, c'est la vidéoprotection. La vidéoprotection, vous savez qu'on a 2 caméras nomades que l'on peut déplacer en fonction des événements qui surviennent sur la ville. On a déplacé 2 caméras cette année et le coût d'une caméra déplacée, c'est 513,78 euros. Comme on en a déplacé 2, on en a déplacé une rue Guilmer et une au parking des 3 communes. Donc, pour Montmagny, 1027,56. Alors, arrivé à 22h12. 21h12, oui, là, je suis déjà bien en retard. Ouais. Alors, au niveau des bibliothèques, alors on a un pack de 4 modules avec 2 modules supplémentaires et le coût pour la commune de Montmagny en fonction du nombre d'habitants, c'est 6 219 euros. Alors, tout ça, ça nous donne donc le chiffre précédemment des polices municipales pour 2022, 511 830,04, auquel on ajoute la vidéoprotection 1027,56, auquel on ajoute le pack lecture 6219, et on obtient donc un tout total des services mutualisés de 519 076,60 pour l'année 2022. Alors, sur le tableau suivant, quelle sera l'attribution de compensation pour 2023, enfin le solde qu'on va toucher, puisqu'on a déjà touché des 12e. Elle était l'attribution de compensation en 2022 de 641 118,35, auquel on ajoute le transfert des bornes incendie de 2216,50. On va retrancher les 410 533,70 des services mutualisés qu'on avait trouvés en 2021, moins le coût des polices municipales qu'on vient de voir à l'instant, 519,076, et on obtient donc l'attribution de compensation pour l'année 2023, 534 791,95. Voilà. Et puis vous avez des annexes avec lesquelles vous avez tous les détails que vous pouvez retrouver des calculs que je viens de vous donner précédemment. Voilà. Donc, un coût important, surtout des polices municipales, puisqu'on a vu que c'était quand même 511 000 euros. Il faut savoir qu'on avait 22 caméras qu'on avait installées il y a longtemps et qui étaient uniquement à la charge de l'agglo. Il faut savoir que les 10 caméras que l'on est en train d'implanter, il y a une participation de 50% des villes et 50% de l'agglomération. Et donc, on verra ça l'année prochaine dans la quête de 2024. Donc vous voyez qu'un gros effort pour la sécurité et un gros effort, il faut quand même le souligner, à taux constant, puisque les taux de la ville de Montmagny n'ont pas bougé depuis 2002. Donc c'est un effort très important avec ce genre de dépenses que l'on fait donc à taux constant, ce qui est quand même assez remarquable. Des questions sur ce rapport de la Quiette que je présente pour la 3e fois, puisque j'ai déjà présenté à la commission des finances de l'agglo, au conseil communautaire et aujourd'hui au conseil municipal. Alors s'il n'y a pas de questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention, Monsieur Camarty? Le reste
à l'unanimité. Le point 4, c'est l'approbation de la convention numéro 2307-619 pour une mission de conseil en informatique et télécommunication du Centre interdépartemental de gestion du CIG de la Grande Couronne. Monsieur Laborde, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, en fait, il s'agit d'un audit informatique d'une manière globale, tant au niveau des diagnostics techniques fonctionnels, les préconisations et la rédaction d'un rapport. Ça, c'est le contenu de la mission. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier audit date depuis 3 ans, 4 ans. Donc, compte tenu des conditions actuelles en termes de sécurité informatique, y compris des réactualisations liées au RGPD, etc., il est plus que nécessaire de le réaliser à l'heure actuelle. L'estimation financière, elle serait ciblée dans une fourchette de 6 636 € et 9 322 €. Et le temps de mission serait compris entre 84 et 118 heures. Juste une remarque, quand on compare un petit peu les tarifs entre ce que propose le CIG et le privé, on est quasiment dans une fourchette de 1 à 2. Donc, il est proposé au conseil municipal de signer cette convention. Des questions sur cette convention signée? S'il n'y a pas de questions, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 5, approbation de la convention relative aux missions du service en médecine préventive du CIG de la Grande Couronne. Ça, c'est un renouvellement. Monsieur Laborde. Oui, merci monsieur le maire. Donc c'est un renouvellement de convention, puisqu'en fait c'était déjà dédié au CIG. Bon, comme dans toute entreprise et collectivité, il y a une obligation donc d'avoir un système de prévention et de médecine du travail. Donc là, il s'agit simplement d'une reconduction de la convention avec les 3 axes suivants, donc la surveillance médicale, les actions dans le milieu du travail, les entretiens infirmiers et la prévention au niveau des risques. Les conditions financières, elles sont quasiment identiques, c'est toujours vacation du médecin, 64,48 €, action en milieu du travail, 60, même chose, et l'entretien infirmier, 37,44 €. Il est donc proposé de reconduire cette convention. Comme on est content, on l'a reconduit, puisque auparavant, enfin là, les 3 dernières années, c'était déjà comme ça dans le local qu'on met à disposition, mais auparavant, les employés étaient obligés d'aller à Goussainville, et bien évidemment, ils perdaient énormément de temps pour les déplacements. Donc, on renouvelle, puisqu'on est satisfait de la prestation. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, le point 6, c'est l'approbation de la convention 2023-39 relative à l'assistance technique pour l'instruction des demandes d'allocation pour perte d'emploi du Centre interdépartemental de gestion, le CIG de la Grande Couronne. Monsieur Laborde. Donc là aussi, il me semble qu'il s'agit d'une reconduction de convention, puisqu'en fait, la problématique liée à tout ce qui est les demandes d'allocation pour perte d'emploi, surtout dans le milieu public, est assez différente de ce qui est dans le privé, puisque c'est lié à Pôle emploi. On a préféré prendre le CIG, continuer à prendre le CIG, puisqu'ils ont le personnel formé
est reformé en fonction des différentes modifications législatives. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup ces derniers temps, enfin ces dernières années, et ça va continuer encore par rapport à une prestation privée qui, elle, coûterait beaucoup plus cher, puisque bon, juste pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, l'heure de prestation était facturée à 50 € l'heure. Pour 2024, ce sera 52,50 €. Là, on est nettement en dessous des prestations privées. Tout à fait. Donc, il vous est demandé de reconduire cette convention. Des questions sur ce renouvellement de convention? Voilà, ça évite toute erreur. C'est beaucoup plus simple. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 7, c'est le passage à la nomenclature M57 et fixation des modes de gestion des amortissements pour le budget. Monsieur Abdelaziz Lalmi, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Je rappelle, le budget de la ville de Montmagny est actuellement présenté sur les bases de la nomenclature M14. À compter du 1er janvier 2024, l'instruction budgétaire M57 sera obligatoire à l'ensemble des collectivités territoriales. Le référentiel M57 se substituera aux instructions précédentes, notamment le M14 pour les communes et leurs établissements publics intercommunaux. Les principales évolutions, c'est-à-dire ce qui change, sur le plan budgétaire, les règles budgétaires sont souples. Exemple, la fongibilité des crédits, possibilité pour l'exécutif, si l'Assemblée l'y autorise, de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section, ou moins si l'Assemblée en a décidé ainsi. Je mets une précision, sauf pour les dépenses du personnel, dont le montant des crédits ne peuvent être augmentés au-delà du montant prévu par la loi des finances. Par contre, l'inverse est possible. Encore un point à préciser, avec le M57, le compte administratif et le compte des gestions seront remplacés par un compte unique qui s'appelle le compte financier unique. Sur le plan comptable, les principes comptables sont plus modernes. Ce qui change, l'amortissement d'une immobilisation démarre à compter de sa date de mise en service, c'est-à-dire au prorata temporis avec une application prospective après l'adoption des référentiels M57. Donc il s'agit à partir, une fois que c'est voté, d'appliquer l'amortissement sur les nouvelles acquisitions. Les subventions d'investissement sont suivies de manière individualisée, comme les actifs spécifiques, avec une application non rétroactive, c'est-à-dire uniquement les nouvelles subventions, c'est-à-dire après l'adoption de l'instruction M57. Troisièmement, suppression d'éléments exceptionnels. La notion des charges et produits exceptionnels enregistrés respectivement au chapitre 67 et 77 sont supprimés. Il est proposé au Conseil d'adopter la mise en place de la nomenclature et comptable M57 pour le budget au 1er janvier 2024. Voilà. Donc c'est une date butoir obligatoire passée au M57 au 1er janvier 2024. Des remarques sur cette délibération? S'il n'y a pas de remarques, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 8, c'est l'adoption du règlement budgétaire et financier qu'on appelle RBF. Monsieur Lalmi. Le passage à la nomenclature M57 prévoit l'instauration d'un règlement budgétaire et financier. Ce règlement budgétaire et financier est l'occasion de préciser, en l'adaptant au contexte de la ville, les principes généraux portant sur le budget et l'exécution budgétaire,
les modalités de gestion des dépenses et des recettes, les ouvrages spécifiques dans la clôture d'exercice et la gestion patrimoniale. Par ailleurs, la mise en place de la nomenclature M57 implique aussi de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le règlement budgétaire financier tel qu'il est joint en annexe. Et vous avez le détail et l'explication en annexe. Voilà. 8. L'annexe qui reprend tout ce qui existe déjà. Y a-t-il des remarques à formuler sur cette adoption du règlement RBF? S'il n'y a pas de remarques, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, le point 9, c'est des points qu'on passe chaque année en fin d'année pour le budget primitif 2024. L'ouverture des crédits de dépenses d'investissement. Monsieur Lalmy. Merci, Monsieur le maire. Dans la continuité des travaux engagés et jusqu'à l'approbation du budget primitif, Monsieur le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il est proposé au conseil municipal d'ouvrir par anticipation du vote du budget primitif 2024 les montants des crédits suivants. Chapitre 20, immobilisation corporelle, 47 500. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 1 168 300. Chapitre 3, immobilisation court, 4 232,21. 4 232. Oui, 4 232,31. Voilà. Voilà, monsieur. Des questions, bon ça c'est le quart, 25% donc, de ce qui a été ouvert en 2023. S'il n'y a pas de remarques, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, toujours budget primitif 2024, les acomptes et modalités de versement des subventions de fonctionnement aux associations, aux comités. Je donne la parole à monsieur Lalmy. Merci, monsieur le maire. Afin de permettre le fonctionnement du Centre communal d'action sociale et de plusieurs associations de la commune jusqu'à l'approbation du budget primitif 2024, monsieur le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, procéder au versement d'acompte mensuel d'une subvention de fonctionnement dans la limite du 12e des crédits ouverts en 2023, hors subvention exceptionnelle. Les subventions communales détaillées ci-dessous seront versées dans la limite du 12e afin de faciliter la trésorerie du Centre communal d'action sociale et de ses associations. Les organismes, le Centre communal d'action sociale à compte mensuel 2024, 7 936,20. Comité d'œuvre sociale des personnels communal à compte mensuel 2024, 5 166,67. RTM, 3 875. Montmagny Foot Club, 2500. Et organisme Montmagny Sport, 5 500. Des remarques sur ces 12e d'avance pour les 3 premiers mois de l'année? S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Le point suivant, c'est les admissions en créances éteintes pour 2023, le point 11. Monsieur Lalmy. Merci, monsieur le maire. Chaque année, certaines créances demeurent irrecouvrables, même après plusieurs procédures de recouvrement. Parmi ces créances irrecouvrables, on distingue deux types. Les admissions non-valeurs, créances pour lesquelles, malgré les diligences effectuées par la comptable du Trésor public, aucun recouvrement n'a pu être obtenu, montant inférieur à un seuil de poursuite, combinaison infructueuse d'actes. Il est précisé que l'admission non-valeur n'exclut nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une situation permettant le recouvrement. Les créances éteintes correspondent au titre de recette émis par une collectivité, la ville en l'occurrence, mais dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable du Trésor public, car ces créances ont été annulées par décision judiciaire, jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs dans le cadre
d'une procédure collective et rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suite à procédure de surendettement. Le montant des créances éteintes, c'est-à-dire annulées par voie de justice, représente un montant de 2 348,85 € pour le budget principal de la ville. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'admettre en créance éteinte pour le montant suivant. Budget principal compte 6 542 créances éteintes, 2 348,87 €. Voilà, donc on vous a mis les définitions des deux rapports, hein, du rapport 11 et 12 dans la même, de façon à ce que ce soit plus simple et que vous fassiez bien le distinguo. Donc au niveau des admissions aux créances éteintes pour 2023, avez-vous des remarques à formuler? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, le point 12, c'est l'admission en non-valeur pour l'année 2023. Monsieur Lalmy. Merci, Monsieur le maire. Le comptable du Trésor a fourni un état des produits qu'elle a pu recouvrer pour une somme totale de 18 252,33 €. Elle propose d'admettre en non-valeur les taxes et les produits énumérés qui y sont afférents. Il est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les taxes et produits énumérés pour un montant de 18 252,33 € au budget primitif 2023 tel que joint en annexe. Voilà, on vous a mis le détail, donc c'est pour des années qui vont de 2012 à 2021, ce montant de 18 252,33. Et si vous voulez, la part la plus importante, c'est pour les cantines avec 10 145,65, mais qui ne représente pas un gros pourcentage d'impayés. Monsieur Capmarty. Oui. Donc, pourquoi depuis 2012? Est-ce que c'est le temps pour traiter juridiquement ces créances? Ça, il faudrait le demander donc au comptable du Trésor, puisque c'est lui qui recouvre. Tant qu'il n'a pas terminé toutes les actions qu'il peut mener, il ne les passe pas en non-valeur. C'est-à-dire quand vraiment, il ne peut plus du tout faire d'action sur le recouvrement, qu'il nous passe ça en non-valeur. D'accord, donc il lui faut tout ce temps-là, pour certaines. Là, pour nous, c'est transparent. Oui. On n'a pas le droit de recouvrer au niveau de la mairie, donc c'est uniquement le trésorier qui recouvre. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 13, c'est l'incorporation au domaine privé de la commune de biens carrés vacants et sans maître. Monsieur Rose. Merci, monsieur le maire. L'article L 1123.1 du Code général de la propriété des personnes publiques définissent les biens considérés. Peut-être que je vais plus le micro. Alors, je recommence. Merci, monsieur le maire. Les articles L 1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques définissent les biens considérés comme n'ayant pas de maître et précisent les modalités de procédure d'acquisition de ces biens. La loi 2014-1170, modifiée par une loi 2022-217, a réformé ces procédures concernant les biens qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de 3 ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Cette nouvelle procédure, instaurée par l'article 1123.3 du Code général de la propriété des personnes publiques, permet aux communes, après une phase de procédure administrative, d'incorporer ces biens dans leur domaine privé par délibération du conseil municipal. Cette incorporation est ensuite constatée par arrêté du maire. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure, un arrêté municipal numéro URBA de 2023/05 du 19 avril 2023 a initié la procédure d'acquisition des biens présentés sans maître. Alors, je vous demande de me faire grâce de vous lire la liste, sauf si quelqu'un y tient vraiment. Non, personne. Bon. Non, on n'y tient pas.
Cet arrêté a fait l'objet des mesures de publicité effectuées par affichage en mairie, ainsi que par une publication dans le Parisien, édition du Val d'Oise, du 2 juin 2023. Les parcelles AC 792 et AD 21, 87 et 401 ont été retirées de la procédure car des propriétaires ou ayants droit se sont manifestés durant le délai de 6 mois. Les propriétaires des autres parcelles ne s'étant pas fait connaître pendant le délai de 6 mois à compter de la date de la dernière mesure de publicité, la commune peut, par délibération de son organe délibérant, incorporer les parcelles dans son domaine privé. Cette incorporation sera constatée par un arrêté du maire. Donc on vous propose de délibérer sur cette question. Avez-vous des questions? Monsieur Cap-Marty. Donc, ces parcelles appartiennent certainement à des personnes. Tous les moyens pour les retrouver ont-ils été mis en œuvre? Notaire, taxe foncière ancienne, etc. La seule publication en affichage sur les panneaux de la commune et dans le Parisien nous paraît extrêmement limitée pour obtenir un résultat. Alors oui, toutes les mesures ont été faites d'abord conformément à la loi, c'est déjà un minimum, je dirais même que c'est ce à quoi on est tenu. Deuxièmement, il s'avère que ces parcelles, on ne leur connaît pas de biens, ni de propriétaires, ni d'ayants droit dans le cadre de la taxation fiscale, souvent depuis plusieurs années. Et qu'après cet arrêté, quand il sera pris par le maire, ils ont une possibilité, je dirais entre guillemets, de repentir ou de revenir à la charge pendant une délai de 30 ans, durée de la prescription acquisitive. Voilà, et ces parcelles ne sont pas destinées à rentrer dans le patrimoine de la commune, et on les rétrocédera à Île-de-France Nature. Puisque ce sont des parcelles qui sont toutes autour de la redoute. On passe au vote s'il n'y a plus de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, monsieur Cap-Marty? Contre. Le point 14, c'est la cession des parcelles AC 647, AC 650, AC 652 à la société Spirit Entreprise. Monsieur Rose. Alors avec le concours de la CAPV, le secteur dit des Trois Cornets, classé en zone UI, à vocation économique, au PLU, fait l'objet d'un programme d'aménagement économique réalisé en plusieurs tranches par la société Spirit Entreprise. Il est à noter que la commune de Montmagny a déjà vendu des parcelles AC 660, 661, 663 et 666 dans le cadre de les deux premières tranches pour un montant de 205 770 €. La première tranche est actuellement en cours de réalisation et d'ores et déjà commercialisée, signe de l'attractivité du territoire communal. D'ailleurs, vous pouvez tous, en passant rue Maurice Berthaud, constater que c'est bien avancé et que finalement le projet... C'est même déjà occupé le premier bâtiment. Oui, et que le projet, je dirais, s'intègre bien esthétiquement, il est très correct. La société Spirit Entreprise prévoit de compléter les deux premières tranches par la réalisation d'une opération immobilière d'une surface de plancher de 3770 m² avec une destination mixte de bureaux et d'activités. Il est à noter que la tranche 3 sera effectuée dans la continuité esthétique de la tranche 1 et 2 déjà réalisée par l'architecte retenu étant Ori. Elle a besoin pour cela d'acquérir 3 parcelles appartenant à la commune, à savoir les parcelles cadastrées AC 667 de 1040 m², la 655 de 362 m² et la 652 de 675 m², pour une contenance globale de 2077 m². La ville a sollicité l'avis de la Direction générale des finances publiques pour l'évaluation domaniale de CRJ en date du 6 novembre 2023, qui a validé la cession du prix du terrain à 100 € du mètre carré, soit un total de 207 700 € hors taxe. Les 3 parcelles proposées à la vente sont actuellement classées au PLU en zone UI. Elles sont actuellement en friche et représentent une charge d'entretien pour la collectivité. La programmation proposée combinant bureaux et activités répond aux objectifs de création d'emplois et à la plantation d'entreprises nouvelles sur le territoire communal. Il est vrai qu'on fera une économie pour l'entretien des parcelles, mais je dirais même qu'on aura une recette dans l'avenir du fait de la taxe foncière, ce qui n'est pas mal non plus. Donc on vous propose de délibérer sur cette note. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Cap-Marty. Oui. Quelle est l'activité de cette société en dehors des bureaux?
La société Spirit Entreprise, je dirais, est promotrice dans le cadre de ces projets. Et ensuite, vous avez des acquéreurs et des entreprises qui ont des activités diverses et variées. Dans la première tranche, vous avez par exemple une entreprise de transport, vous avez une entreprise qui est dans le domaine pharmaceutique. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne me souviens plus trop. Il y a 4 ou 5 activités complètement différentes qui s'implantent dans la première et deuxième tranche. Et dans la troisième tranche, on compte continuer de la même façon. Et si vous votez pour, je signerai jeudi prochain. Pas d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Alors, la création de zones d'accélération des énergies renouvelables, le ZAE-NR, Monsieur François Rose. Ça te fait rire. Afin d'amplifier la lutte contre le dérèglement climatique et diminuer notre dépendance aux produits énergétiques importés, la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dite loi APER, prévoit le déploiement massif des énergies renouvelables. Dans son article 15, la loi prévoit la définition des AER jugés préférentiels et prioritaires par la commune. Ces zones d'accélération peuvent concerner toutes les énergies renouvelables, photovoltaïque, solaire, géothermie, de surface, l'éolien, biogaz, etc., etc., etc. Tous les territoires sont concernés, ils pourront personnaliser leur zone d'accélération en fonction de la réalité de leur territoire et de leur potentiel d'énergie renouvelable. Ces zones permettent aux porteurs de projets de bénéficier notamment d'une instruction accélérée, voire de bonus financiers incitatifs qui pourront être mis en œuvre par les services de l'État. Il est à noter que des projets pourront également se développer en dehors de ces zones. La définition de zones d'accélération doit être effectuée au plus tard le 31 mars 2023, décembre 2023, selon les modalités. Je voulais voir si vous suiviez, c'est pour ça. Au plus tard le 31 décembre 2023, selon les modalités réglementaires prévoyant une concertation publique selon les modalités librement définies par la collectivité, une délibération du conseil municipal, un débat au sein de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. La commune a retenu comme périmètre l'implantation pour ces zones d'accélération, la zone d'aménagement concerté dite de la Plante des Champs, où un écoquartier ambitieux verra le jour labellisé écoquartier. 2 types de zonage vous sont proposés à l'intérieur du périmètre. Des zones de développement solaire, thermique et photovoltaïque, des zones de développement à géothermie de surface et profonde. Donc vous avez avec le joint à la note des plans. Je ne voudrais pas entamer une polémique, mais je voudrais quand même dire que j'ai entendu dans cette enceinte que la zone, l'écoquartier n'avait rien d'écologique, que c'était du blablabla. Nous démontrons aujourd'hui qu'il y a quand même des projets, puisque le GPA est prêt à porter le problème de la géothermie profonde sur ce secteur et que nous envisageons des panneaux solaires en terrasse de ces immeubles, ce qui fait quand même une démarche écologique que certains voulaient dire ne pas croire, pour le moins. Des questions sur ce sujet, Monsieur Capmarty? C'est celui qui ne croit pas, ce projet donc comprend la concertation avec la population avant le 31 décembre. Celle-ci paraît difficile. Il y a quelque chose de prévu pour avant le 31 décembre avec la population, comme c'est prévu dans le texte? C'est librement défini par la collectivité. Il ne reste plus beaucoup de temps. Quand on a fait nos réunions concernant l'aménagement de la ZAC, nous avons évoqué ce sujet et nous avons déjà dit qu'il y aurait des aménagements dans le cadre des énergies renouvelables. Et nous avions expliqué, certes un peu vaguement, mais nous avions quand même expliqué que notre ambition. Bon, je dirais que pendant ces réunions, certaines personnes avaient d'autres objectifs à évoquer, un papillon mort qu'on a trouvé sur place ou un endroit où il y avait une chauve-souris, mais je pense que le plus important, c'était de s'axer sur le problème des énergies renouvelables. Donc, si l'installation de panneaux solaires est possible sur les immeubles... Je n'ai pas compris le début de votre phrase, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Si l'installation de panneaux solaires est possible sur les immeubles, qu'en sera-t-il des pavillons avec l'avis des propriétaires? Ensuite, la géothermie en profondeur peut-elle être techniquement et efficacement envisageable dans le sous-sol de Montmagny? Une étude a-t-elle été réalisée? Et ensuite,
comment installer une géothermie de surface sur un espace presque entièrement construit. Sur un espace, pardon. Est-ce qu'il y a une étude de fait, en fait? L'espace n'est pas presque entièrement construit, puisque justement, c'est ce qui est en vert sur le tableau, c'est justement pas construit. Oui, sur les 12 hectares, il y en a 10 de construits et 2 non construits. Oui, on sait ce qui a fait ce qui fait appeler l'écoquartier. Ça peut se faire en sous-sol. Mais le sous-sol, il y a une étude de fait, il y a de l'eau chaude à 1000 mètres, ou comme dans l'autre commune du sud de Paris, là. Il y a des sondages qui ont été faits et il faut savoir que, certes, il y a un parc qui fera un peu plus de 2 hectares sur les 12 hectares, mais que par contre, il y a moins de 50% de la surface des terrains qui sera construite. Donc, il ne faut pas partir de l'idée qu'il y a à peine 20% de surface non construite, c'est plus de 50% qui ne sera pas construit, ce qui laisse de la place pour la géothermie. Donc vous allez obliger les propriétaires de faire de la géothermie de surface dans leur jardin. En fait, c'est ça. Je ne vois pas. Quand vous parlez des propriétaires, vous parlez de qui? Écoutez, il y a quelques immeubles et il y a aussi beaucoup de pavillons. Oui, mais les pavillons seront conçus dès le départ avec les ambitions que nous avons sur la géothermie. Donc les propriétaires, si le projet aboutit tel qu'on le souhaite, ils acquéreront des biens qui bénéficieront par exemple d'un chauffage avec la géothermie ou le chauffage de leur eau avec la géothermie. Ils acquéreront leurs biens directement comme ça. On ne va pas leur imposer, une fois leur maison acquise, d'installer la géothermie. Ce sera un préalable et non pas, ce ne sera pas fait a posteriori. Écoutez, tous ces détails intéressants, si vous voulez, pourquoi ils ne sont pas dans le point à l'ordre du jour? Le point à l'ordre du jour, il est complètement, comment je dirais, superficiel. Le point à l'ordre du jour, M. Kepmarty, on essaie de faire une note assez succincte pour l'aborder. Par contre, si on avait fait une note trop exhaustive, vous n'auriez plus eu de questions à poser. Ouais, si vous foutez. N'importe quoi. Je rebondis sur ce que disait monsieur Rose. Là, il s'agit d'une présentation, il ne s'agit pas d'un cahier des charges d'acquisition d'un logement. Oui, mais comme la présentation, à mon avis, est complètement superficielle. C'est ça le problème. Je dis pas. Elle est superficielle. On est sur les orientations. Elle fixe un objectif. Voilà. De toute façon, c'est l'avenir qui nous le montrera, puisque avant de se lancer dans de tels projets qui sont quand même très onéreux, il faudra que des études de sol soient faites. Bon. Donc le préalable, avant de commencer quoi que ce soit, c'est de savoir si on peut le faire au niveau juridique ou pas. On prend une délibération pour dire on a l'intention d'aller dans ce sens. Et une fois qu'on sait qu'on va dans ce sens, on laissera GPA et tous ceux qui collaborent avec eux le soin de faire les études de sol qui conviennent pour les géothermies. C'est quelque chose qui est dirigé par la CAPV. Et donc, si vous voulez, on a demandé à chaque ville leur intention. Et c'est ce qui ressort dans le document pour Montmagny. J'ai du mal à imaginer que GPA investisse des centaines de milliers d'euros dans des sondages de sol sans avoir de délibération au préalable qui donne nos orientations politiques. Il suffirait qu'aujourd'hui on vote majoritairement contre. GPA aurait investi et ne serait pas que pour rien. Donc il est nécessaire d'abord de prendre la délibération et après que les investissements soient faits. Voilà, d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention? Abstention, M. Kepmarty. C'est les écologistes qui s'abstiennent. Le reste pour. Le point 16, c'est l'acquisition de la parcelle cadastrée section AL 411-6, lieu-dit la ferme du Four à Montmagny, M. François Rose. La présente délibération vise à approuver l'acquisition de la parcelle AL 411-6 à la ferme du Four à Montmagny. Cette emprise foncière appartient à M. Daniel Dupin.
La parcelle d'une contenance de 1338 m² est classée en zone NL au plan local d'urbanisme. La base de prix observée lors des dernières transactions comparables dans la zone N et NL est de 8 € du mètre carré. Par conséquent, la commune a proposé le 22 septembre 2023 au propriétaire l'acquisition de la parcelle pour un montant de 10 704 €. M. Dupin a accepté l'offre faite le 13 octobre 2023. L'article L. 1311-9 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la collectivité territoriale, leurs groupements ou leurs établissements publics doivent, dans le cadre de leur projet d'opération immobilière et avant toute entente amiable, établir au préalable une demande d'avis de l'autorité compétente de l'État, la direction de l'immobilier de l'État. Les seuils applicables ont été modifiés par arrêté du 5 décembre 2016 pour l'acquisition foncière. Le seuil de saisine a été relevé à 180 000 €. La mission domaniale n'a donc pas été consultée. Donc on vous demande donc l'autorisation pour acquérir cette parcelle. Et avez-vous des questions? Monsieur Capmarty. Mais en définitive, quel est le projet envisagé sur ce terrain? Ce sont des immeubles? Non. Non. Du tout, Non, on a toujours, quand on a abordé ce sujet... Oui, je sais. C'est pour ça que... La question a déjà été posée. C'est pour ça que je pose la question. Donc en fait, quel est le projet envisagé sur ce terrain? La question a déjà été abordée plusieurs fois, puisque vous avez déjà posé la question. Nous envisageons éventuellement, pas éventuellement, certainement de faire des jardins familiaux. Et pour cette raison, il faut qu'on acquiert le maximum de parcelles dans ce secteur. Donc à chaque fois qu'une opportunité se présente, on cherche à l'acquérir dans le but de pouvoir justement faire des propositions de préférence aux Magny-Montois. Et vous n'êtes pas sans le savoir, ceux qui sont dans les jardins familiaux, donc qui seront au niveau de la ZAC de la Plante des Champs, seront remis prioritairement donc, dans ces parcelles qu'on achète. D'accord. Donc c'est pour le projet, c'est jardins familiaux. Voilà. Mais ça l'a toujours été. Et pour la parcelle suivante, pareil. La parcelle suivante, on l'abordera la fois suivante, mais c'est la même chose. On vote déjà donc, pour celle-ci. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors on passe à la suivante, la AL 403, au même endroit, à la ferme du Four. Monsieur Rose. Alors c'est sensiblement la même chose, sauf que ça ne concerne pas les mêmes personnes. Cette fois-ci, au lieu de M. Dupin, on a François Haché, Julien Gamez, Jérôme Gamez et Mme Valérie Einschwort, qui sont co-indivisaires. La parcelle, c'est la numéro AL 403, elle fait 2627 m², elle est également en zone naturelle. Le prix proposé est également de 8 € du mètre carré et le montant total ferait 21 016 €. Donc on vous propose de l'acquérir. Je ne lis pas le reste de la note qui est exactement le même que la précédente. Y a-t-il des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est le rapport annuel d'activité 2022 du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France, le SIGEF. Madame Bellatar. Merci, Monsieur le maire. Afin de garantir la bonne gestion de la fourniture de gaz sur le territoire communal, la commune de Montmagny est adhérente au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France. 3 nouvelles communes ont rejoint le syndicat en 2022, Bièvre dans le 91, Les Loges en Josas dans le 78 et Ormesson-sur-Marne dans le 94. Dans son rapport annuel, le SIGEF développe pour l'année écoulée ses missions au titre de la distribution de gaz et d'électricité et des énergies locales. Il présente entre autres les éléments chiffrés suivants. Contrôle de la concession gaz, 188 collectivités membres, 5 682 158 habitants, 1 161 061 clients desservis, 9 533 km de longueur de réseau, âge moyen des réseaux 31,4 ans. Contrôle de la concession d'électricité, 66 collectivités membres, 1 474 061 habitants, 739 764 clients desservis, 4003 km de réseau haute tension et 5 372 km de réseau basse tension. Âge moyen des réseaux
36,9 ans. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel d'activité du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France pour l'exercice 2022, dont l'intégralité est consultable via le lien que vous avez sur votre fiche. Des questions sur ce point, Monsieur Caparti. Voilà. Donc, on a pu y lire des constats justes, des satisfactions étonnantes, voire aberrantes, et des propositions qui ne sont pas à la hauteur de la situation. En matière d'énergie, chacun a pu constater l'envol des prix, ce que confirme ce rapport en qualifiant cette hausse inédite avec une multiplication de sa facture par 20. Et il rappelle que le prix du mégawattheure était de 682 € en septembre 2022, avec une pointe à 1 000 € au cours en juin de 2022. Ce que notre liste avait dénoncé dans le magazine. Notez qu'EDF, qui est le principal producteur d'électricité de notre pays, est contrainte par la loi NOM, ratifiée par Sarkozy en 2010, de vendre 25% de sa production à 446 € le mégawattheure, comme le mentionne le rapport. Les fournisseurs d'électricité, dont Total, ont donc acheté le mégawattheure à 46 € et l'ont revendu sans vergogne à 1 000 €. Résultat de super profits que mentionne le rapport également. Total avec 38,5 milliards de dollars, Exxon avec 55 milliards de dollars et Shell avec 40 milliards de dollars. Aberration qui découle du traité de Lisbonne, sanctuarisant la concurrence libre et non faussée, ratifiée par Sarkozy en 2007. Aberration qui découle également du marché européen de l'énergie, considérant l'électricité comme un bien à profit comme un autre. Eh bien non, l'électricité et le gaz sont des biens essentiels pour les foyers, pour les collectivités et pour l'industrie, et doivent être sortis du marché capitaliste spéculatif. Alors, Autre point noté dans le rapport, avec la satisfaction que le système électrique a tenu bon, la hausse des prix a fait baisser la demande et le réseau ne s'est pas écroulé. Stupéfiant de lire ça, alors que la hausse des coûts de l'énergie plonge 3,5 millions de foyers dans la précarité énergétique et que 20% des Français ont souffert du froid en 2022. Il est temps de changer le paradigme, et c'est presque ce que dit ce rapport, puisqu'il mentionne qu'une réflexion est en cours au niveau européen pour modifier la tarification de l'énergie et que les super profits de l'industrie pétrolière vont être taxés. Bravo. Évidemment, le compte n'y est pas. La taxation des super profits atteindrait 2 milliards de dollars au niveau européen, alors que la somme des profits des 3 industriels pétroliers mentionnés dans le rapport est de 133 milliards de dollars. Et sans compter que les industries pétrolières sont bien plus nombreuses et leurs profits naturellement bien plus importants. Il faut taxer bien davantage ces super profits spéculatifs pour juguler l'inflation qui asphyxie nos vies. Et cesser de trouver la guerre en Ukraine comme prétexte lamentablement facile. En matière de gaz à émission de CO2, le rapport note leur croissance. S'il est constaté une avancée dans la rénovation énergétique, le rapport s'inquiète du faible nombre de rénovations globales. Plus globalement, il est temps de mettre en œuvre au sein de notre pays et de l'Europe une autre politique énergétique qui s'affranchisse de la loi du profit à tout crin et qui respecte l'environnement et satisfasse les besoins de l'ensemble de la population. En matière d'énergie, il faut mettre en place un mix énergétique diversifié avec les énergies pilotables, nucléaires, hydrauliques et renouvelables. Un retour des tarifs réglementés de l'électricité et du gaz avec une TVA à 5,5% pour aller vers un tarif du kilowattheure à 18 centimes. Ça, c'est le calcul de la CGT Énergie et non de 25 centimes actuellement, avant la hausse de 10%, bien sûr, de janvier 2024. Ensuite, le maintien de la péréquation tarifaire nationale, et ensuite la mise en place d'un pôle public nationalisé de l'énergie regroupant EDF, Engie, Total, et ensuite une loi de programmation en faveur de la rénovation thermique. Monsieur Laborde. Monsieur Caparti, merci pour cette déclaration qui normalement aurait été digne d'être à l'Assemblée nationale. Par contre, en termes de municipalité, l'efficacité de vos propos
ne sont pas forcément mesurés. Merci bien. Alors, d'autre part, il faut quand même reconnaître que... alors, d'abord, vous êtes trompé dans les premiers chiffres. C'est 46, c'est pas 460, les 25% qui sont vendus. D'autre part, qui a arrêté le nucléaire, si ce n'est François Hollande et M. Macron dans son premier mandat. Et on sait le temps qu'il faut pour réouvrir des centrales nucléaires. C'est pour ça qu'on a subi l'année dernière des prix exorbitants du coût de l'électricité. Merci à eux. Oh, tout à fait d'accord. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Ah oui, on prend acte. Alors, on prend acte que le débat a eu lieu. Le point suivant, le point 19, c'est l'approbation du projet social de territoire pour la période 2023-2027. Et je donne la parole à Jean-Pierre Yetna. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais rappeler à votre souvenir que le conseil municipal du 5 juillet dernier avait validé les axes qui constituent l'essence du projet social de territoire 2023-2027. Encourager les idées d'émancipation, définir le centre socioculturel comme un lieu de création et de liens sociaux, favoriser l'accès aux droits et lutter contre toutes les formes d'exclusion. Pour obtenir les deux agréments dont nous avons besoin, le conseil municipal doit approuver le projet social de territoire 2023-2027. Et si je dois être précis, je dois ajouter que les deux agréments, l'un porte sur l'animation globale collective coordination et l'autre sur l'animation globale et famille. Ces deux animations sont constitutives d'un centre socioculturel. Enfin, le projet social de territoire 2023-2027 est une coproduction. Tous ceux qui ont eu l'occasion de le lire ont dû sentir l'odeur de nos partenaires et de celle des habitants. Il vous est donc proposé, chers collègues, d'approuver ce soir le projet social de territoire 2023-2027 tel qu'il a été joint en annexe. Je vous remercie. C'est un document très riche. Des questions sur ce projet social de territoire? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 20. L'approbation du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la médiathèque Pergame. Et je donne la parole, bien évidemment, à Marie-Noëlle Flotterer pour nous en parler. Merci, Monsieur le maire. Après 7 ans d'existence, l'équipe de la médiathèque propose aujourd'hui l'approbation d'un projet culturel, scientifique, éducatif et social, donc le PCSES, visant à renforcer l'engagement de la collectivité dans le cadre du développement de la lecture publique à Montmagny. Le PCSES sera mis en œuvre par le biais d'un plan d'action pluriannuel de 2024 à 2028 qui précisera les mesures spécifiques à prendre, les partenariats à établir, les ressources financières et humaines nécessaires et les indicateurs de suivi. Le diagnostic de territoire montre une population en évolution démographique, jeune et familiale. La médiathèque a évolué en 2016, passant d'une structure associative à une structure municipalisée. Elle est bien située, mais manque de visibilité. Un projet de renouvellement de la signalétique est en cours. Les locaux sont lumineux et modernes, mais le public étant de plus en plus nombreux, le bâtiment atteint les jours de grande fréquentation la limite de ses capacités et réduit en conséquence l'accueil aux animations et la gestion des groupes. Sa taille est de 190 m² avec un jardin privatisé de 900 m². Depuis son ouverture, de nombreux partenariats se sont créés avec les collèges, l'école des musiques et de danse, le service petite enfance, les écoles, les établissements pour les personnes âgées et les associations de la ville, bien entendu. L'établissement se porte bien. Entre 2021 et 2022, on compte plus de 37% d'emprunts, plus 21% d'abonnés actifs, plus de 52% de fréquentation et plus de 37% d'animation. Depuis la crise du Covid-19, la médiathèque a réussi à retrouver son public tout en se développant. La structure fait partie du réseau de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, ce qui représente une richesse
par l'étendue de tous les avantages qui en découlent. Il nous permet d'enrichir notre offre documentaire, nos actions culturelles et de faciliter au quotidien la vie de nos usagers. L'élaboration de ce projet a pour objectif de pallier notre point faible principal qui est d'œuvrer dans une structure équipée d'un espace de travail et d'animation restreint. Étendre notre rayonnement au-delà des murs de la médiathèque grâce au développement de nouveaux partenariats et d'activités hors les murs. Faire une proposition de réaménagement dans le cadre du développement de la lecture publique à Montmagny, s'inscrire dans le renouvellement des missions des bibliothèques qui se diversifient de plus en plus et plus précisément celle de la transition écologique. Avec la mise en œuvre de ce projet, il est prévu de faire évoluer la médiathèque en variant ses actions et en touchant des publics éloignés, en fidélisant ses usagers, en optimisant l'espace de la structure à l'intérieur comme à l'extérieur. Les outils statistiques permettront à l'équipe de pouvoir évaluer les différents chiffres sur toute la période, année par année, et voir ainsi les impacts qui se sont opérés. L'ensemble du projet entraînant un accroissement d'activité conséquent, un nouvel organigramme sera proposé. Avant le cinéma et le musée, la bibliothèque est le premier établissement culturel de proximité en France et c'est en lui donnant les moyens nécessaires qu'elle pourra conserver ce statut. Avec la mise en place de ce projet culturel scientifique, éducatif et social, la médiathèque de Montmagny disposera des capacités pour étendre son rayonnement sur le territoire et le rendre pérenne. La médiathèque Pergame se doit être en mesure de répondre aux besoins des citoyens en matière de culture, de sciences, d'éducation et de développement social. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la médiathèque Pergame, tel que joint en annexe. Des remarques sur ce projet culturel? Je peux faire un mauvais jeu de mots qui ne va pas te plaire. Bon, bah vas-y. Tu as lu que ça représentait une richesse pour l'étendue de tous les avantages, alors qu'on venait voir dans la quête que ça nous coûtait 6 219 €. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 21, c'est l'approbation de la convention d'objectifs entre l'association Montmagny Sport et la commune de Montmagny pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, et bien évidemment pour le sport, c'est Mourad Azi. Merci, Monsieur le maire. La commune de Montmagny, dans le cadre de sa politique sportive, soutient l'association Montmagny Sport par le versement d'une subvention annuelle. Le montant de cette subvention sera supérieur à 23 000 € pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. Ainsi, il est rappelé que l'article 1er du décret 2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, prévoit l'obligation de conclure une convention lorsque les subventions publiques dépassent un montant annuel de 23 000 €. Par conséquent, il est nécessaire de respecter cette obligation préalablement au versement de la dite subvention. La présente convention définit et encadre les objectifs et réalisations de l'association Montmagny Sport et prévoit les modalités de versement de la subvention de 33 000 € par sixième. Pour permettre à l'association un fonctionnement ordinaire jusqu'au 30 juin 2024, le versement est défini ainsi. Un sixième, soit 5 500 € par mois sur les 6 mois de janvier à juin 2024. La municipalité attend de l'association Montmagny Sport qu'elle mette en œuvre son objet statutaire qui est de favoriser la pratique d'un sport individuel ou collectif, en loisir ou en compétition, par le biais d'une offre large et répondant au plus grand nombre avec la mise en place de disciplines. L'objectif est également de diffuser les valeurs du sport comme le courage, l'abnégation, le dépassement de soi et les bienfaits de la pratique physique et sportive pour la santé. L'association doit mettre en place des dispositifs d'évaluation de ses actions et rendre compte à la municipalité de la gestion de ses finances. Cette convention est établie pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. L'association
Montmagny Sport ayant décidé, au cours de l'Assemblée générale du 8 novembre 2023, de mettre fin à ses activités au cours du 1er juillet 2024. Enfin, au 1er juillet 2024. La dissolution de l'association sera actée par une Assemblée générale extraordinaire courant janvier 2024. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs entre l'association Montmagny Sport et la commune de Montmagny pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024, telle que jointe en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Des remarques sur cette délibération, Monsieur Camparti? Oui, donc si j'ai bien compris, et vous l'avez dit, fin juin 2024, Montmagny Sport n'existera plus en tant qu'association. Que deviendront les différentes sections qui accueillent des publics divers et qui devront constituer chacune, je suppose, une association pour leur permettre d'obtenir de la mairie une subvention équivalente à leur budget d'aujourd'hui? Donc, est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est bien ça? Alors, la plupart des sections présentes dans Montmagny Sport vont créer une nouvelle association, loi 1901, et à partir de là, on va évidemment leur octroyer les subventions qu'elles avaient auparavant au sein de Montmagny Sport, ce qui a toujours été le cas sur toutes les sections qui sont sorties préalablement de Montmagny Sport. Oui, comme Football Club, par exemple. Comme le football, comme l'athlétisme, comme le WCK, comme Donc, le basket, comme le VTT à son heure, comme d'autres. Donc c'est un problème qu'on verra en juin, au conseil municipal de juin. C'est ça, sûrement, oui. Au plus tard, pour qu'on puisse leur verser les subventions dès le mois de juillet. Voilà. Okay. Il faudrait que chaque section crée quand même son association pour pouvoir continuer son activité, bien évidemment. Ok. Plus de questions, on passe au vote. J'aimerais juste préciser également qu'il en est de même pour les créneaux, puisque les créneaux sont octroyés aux sections. Et bien évidemment, les créneaux seront conservés par les sections existantes. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 22, c'est l'approbation de la convention d'objectifs entre l'association Montmagny Football Club et la commune de Montmagny au titre de l'année 2024. Monsieur Mouradazi. Donc la commune de Montmagny, dans le cadre de sa politique sportive, comme vous l'avez compris tout à l'heure, soutient l'association Montmagny Sport. Non, je me suis trompé. Excusez-moi. Je suis... 22. Voilà, la 22, pardon. Voilà. Donc la commune de Montmagny, dans le cadre de sa politique sportive, soutient l'association Montmagny Football Club par le versement d'une subvention annuelle. Le montant de cette subvention sera supérieur à 23 000 € au titre de l'année 2024. Ainsi, il est rappelé que l'article 1er du décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'obligation de l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques prévoit l'obligation de conclure une convention lorsque les subventions publiques dépassent un montant annuel de 23 000 €. Par conséquent, il est nécessaire de respecter cette obligation préalablement au versement de la dite subvention. La présente convention définit et encadre les objectifs et réalisations de l'association Montmagny Football Club et prévoit les modalités de versement de la subvention de 30 000 € par 12e. La municipalité attend de l'association Montmagny Football Club qu'elle mette en œuvre son objet statutaire qui est de favoriser la pratique du football en loisir ou en compétition par le biais d'une offre répondant au plus grand nombre. L'objectif est également de diffuser les valeurs du sport comme le courage, l'abnégation, le dépassement de soi et les bienfaits de la pratique physique et sportive sur la santé. L'association doit mettre en place des dispositifs d'évaluation sur ses actions et rendre compte à la municipalité de la gestion de ses finances. Cette convention est établie pour 1 an, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs entre l'association Montmagny Football Club et la commune de Montmagny au titre de l'année 2024, telle que jointe en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention pour une durée d'1 an. Des remarques sur cette convention avec Montmagny Football Club et la commune? S'il n'y a pas de remarques, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 23, c'est l'avis relatif à la demande de dérogation au repos dominical effectué par le concessionnaire Citroën. Ça, c'est une délibération également qu'on passe chaque année. Monsieur Laborde. Merci, monsieur le maire. Oui, donc, comme chaque année, c'est-à-dire l'année dernière, l'année précédente, le concessionnaire Citroën, situé 242 rue Jules Ferry à Montmagny, a sollicité une dérogation au repos dominical pour l'année 2024. Les dates, donc 5 dates, il s'agit du 14 janvier, 17 mars, 16 juin, 15 septembre et 13 octobre. Pour information, depuis 2016, le nombre maximal de dimanches sur lequel peut porter une dérogation municipale n'est plus de 5, mais a été porté à 12. Donc il demandait d'adopter d'émettre un avis favorable concernant cette demande de dérogation. Y a-t-il des remarques à formuler? S'il n'y a pas de remarques, celle de l'année dernière, monsieur Cap-Marty. Le travail du dimanche, merci. Voilà. Ouais, mais en même temps, là, avec les mesures concernant les voitures électriques, et Citroën étant ce que j'ai vu aujourd'hui en pointe sur l'offre, bon, bah, c'est une aubaine. C'est pas le travail du dimanche. Ouais, mais ceci dit... Merci pour eux. Ceci dit, au niveau des salariés, quelque part, je vous rappelle... C'est les salariés qui sont volontaires. Hein. Il s'agit déjà des volontaires et d'autre part, l'essentiel des commerciaux, donc qui ont une part variable et une part fixe. Donc la part variable... C'est intéressant quand même. Voilà. Je mets au vote qui est contre. Monsieur Cap-Marty est contre. Qui s'abstient? Je reste pour. Les décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations entre le conseil municipal précédent et celui-ci, monsieur Cap-Marty. Juste sur le 113, l'avenant numéro 2 représente quels travaux? Le 113. Alors, c'est l'entretien des voiries. Oui, c'est ça, voilà. L'entretien des voiries, et donc on avait besoin d'une augmentation et on va relancer le marché où on aura une CAO prochainement. Parce qu'elle est sévère, l'augmentation. Oui, mais c'était un marché sur 4 ans qui devait être à 2 millions et quelques. Hein. Ah oui. La 113. 2,2 millions de têtes. Ouais. On va regarder. Voilà, c'est ça. C'était 2,2 millions et on le passe à 2 475 000. Donc, ce n'est pas une augmentation si forte que ça. Il y a des travaux prévus pour cette augmentation-là, je suppose. Oui, c'est pour terminer l'année et les derniers travaux de voirie qu'on doit faire. D'accord. Oui, l'initiation à la langue des signes, c'est pour donner des cours pour que des personnes puissent connaître le langage des signes pour les personnes qui sont... voilà. Oui, c'est au centre social. Ou... Ah, ça sera à l'ensemble des services qui le souhaitent. On met au vote les décisions pour, contre, abstention. Merci. Il n'y a pas d'information, donc question orale. Alors j'ai reçu 2 questions orales. Une de personnes qui ne sont pas là ce soir, c'est étonnant, et une autre de M. Cap-Marty. Oui, je l'ai.
Attendez, on va mettre le micro pour que tout le monde entende, même sur le live. Merci. Donc, traitement des biodéchets sur la commune de Montmagny. La loi anti-gaspillage de février 2020 contraint les collectivités locales à mettre en place la collecte des biodéchets à compter du 1er janvier 2024. À ce jour, vous n'avez pris aucune disposition pour respecter le calendrier. Et nous avons appris incidemment que le syndicat Émeraude expérimentait en ce moment un dispositif de collecte des biodéchets sur certains quartiers de 3 communes du Val d'Oise, Aubonne, Saint-Gratien, Soisy, Soumont-Morency. Que comptez-vous faire, monsieur le maire, pour mettre la commune en conformité avec la loi et pourquoi, en tant que vice-président du syndicat Émeraude, n'avez-vous donné aucune information ni exigé le respect de ce calendrier? Eh bien, on va vous répondre, monsieur Caparty. C'est monsieur Jean-Luc Leroy qui siège avec moi à Émeraude qui va vous répondre. Merci, monsieur le maire. Bon, je vais me permettre de répondre aux 2 questions, puisque les 2 étaient quand même similaires. Il n'y en a qu'une, mais la deuxième, Ah oui. On est d'accord, mais elles sont similaires. Ah, il y en a Voilà, donc ça ne fait rien. Chers conseillers municipaux, suivant la loi anti-gaspillage et économie circulaire, AGEC, d'ici le 1er janvier 2024, l'ensemble des concitoyens seront dans l'obligation de trier leurs biodéchets à la source à des fins de valorisation. Il ne s'agit ni d'une obligation de collecte généralisée, ni d'une obligation généralisée de composter. Mais le syndicat Émeraude se doit, en tant que syndicat de gestion des déchets, de proposer des solutions adaptées aux différents types d'habitations, compostage ou collecte, et d'inciter les habitants du territoire à effectuer ce tri. C'est pourquoi, dès 2021, une étude préalable au tri à la source des biodéchets a été lancée et a permis d'établir un scénario pour répondre à la réglementation. Il a été décidé de favoriser le compostage de proximité car il s'agit de la pratique la plus vertueuse écologiquement et économiquement, puisque les déchets sont valorisés sur place. 75% de la population du territoire du syndicat Émeraude est concernée par une des formes de compostage de proximité possibles. Compostage individuel, compostage collectif en pied d'immeuble, compostage de quartier et compostage autonome en établissement, à destination des établissements scolaires et producteurs non ménagers collectés par le syndicat. L'ensemble des procédures pour mettre en place et accompagner ces différents projets sont déjà établies. À ce jour, sur la commune de Montmagny, aucune résidence n'est encore équipée en site de compostage collectif. Les syndics de copropriété, bailleurs ou conseillers syndicaux, seront invités à prendre contact avec le syndicat Émeraude pour les accompagner sur ces projets. Concernant le compostage individuel à destination des maisons avec jardin, 475 composteurs individuels ont été vendus par le syndicat à des habitants de Montmagny, ce qui représente 21% des pavillons de la commune qui sont déjà équipés d'une solution pour le tri des biodéchets. Pour améliorer ce chiffre, nous organiserons une opération de distribution massive. À la suite de la diffusion d'un article dans le magazine communal, les habitants désirant acquérir un composteur seront invités à envoyer un chèque accompagné d'un bon de commande au syndicat qui leur remettra un bon de retrait leur permettant de récupérer leur matériel à des horaires et sur un lieu précis sur la commune. La distribution sur place est gérée par les services techniques de la ville. Pour information, le coût d'achat moyen d'un composteur pour un particulier est d'environ 15 € pour un 345 litres et 30 € pour un 620 litres. En complément, le syndicat étant un territoire urbain dense et la pratique du compostage n'étant pas possible partout, l'étude préalable au tri à la source a donc établi qu'il serait pertinent de proposer la collecte des déchets alimentaires sur une partie du territoire, en faisant attention de ne pas mettre en concurrence, bien sûr, en concurrence avec du compostage de proximité. Il a été décidé de tester cette possibilité sur certains quartiers représentatifs du syndicat Émeraude. La décision a été de choisir les communes d'Aubonne, Saint-Gratien et Soisy-sous-Montmorency pour des raisons de représentativité du territoire, 7000 habitants, et de proximité géographique. Montmagny était candidate, mais malheureusement trop éloignée des autres villes candidates. La phase de test a démarré le 5 décembre 2003 et s'étend jusqu'au 31 décembre 2024.
Un premier bilan sera fait au premier semestre de l'année en prévision de la préparation du renouvellement du marché de collecte. Il faudra donc identifier les forces et les faiblesses de ce qui a été mis en place pour envisager un déploiement et le calendrier qui ira avec. Précisons enfin que les collectivités ayant mis en place un dispositif spécifique sont aujourd'hui minoritaires. Émeraude et la ville de Montmagny ne sont pas à la traîne car la question des biodéchets a été prise en compte et 75% de la population dispose déjà d'une solution concrétisable. Le compostage individuel, collectif ou partagé. Il n'est pour l'heure pas prévu de sanctions à compter du 1er janvier 2024, ni pour les citoyens ni pour les collectivités. En ce qui concerne les écoles, la même loi a abaissé le seuil réglementaire de valorisation des déchets à 5 tonnes. La ville, qui a une gestion en régie de sa restauration collective, est directement concernée. Plusieurs collectivités ne le sont pas, car la restauration étant intégralement externalisée. Il appartient aux prestataires d'en assurer la charge. Sur la base des repas produits en 2022 et du gâchis moyen au niveau national, il est estimé un rejet d'environ 14 tonnes pour l'ensemble de l'année sur les restaurants scolaires de Montmagny. Plusieurs actions ont déjà été engagées. Des tests ont été mis en place depuis plusieurs années sur le self élémentaire de Jules Ferry pour le tri des biodéchets. Des échanges sont en cours avec Scolarest afin qu'ils fournissent des bornes de tri pour l'ensemble des écoles élémentaires, car en self. Le tri pour les écoles maternelles pourra se faire directement à table par les enfants après des actions de sensibilisation. Des temps de travail qui ont lieu avec Émeraude afin d'étudier les solutions possibles pour la récupération et le traitement des déchets collectés. Des démarches pilotes sont effectivement en cours sur certaines collectivités. Le syndicat s'oriente actuellement plus vers un principe de compost sur site, ce qui semble complexe à Montmagny avec des risques de nuisibles. La ville a travaillé aussi avec Émeraude afin d'augmenter la démarche globale de tri dans les écoles et les bâtiments administratifs. Pour la valorisation des biodéchets, un parangonnage est en cours afin de trouver la solution de récupération et de traitement la plus adaptée avec le travail de sensibilisation auprès des enfants et de formation auprès des agents. Merci pour la réponse. Jean-Luc. L'ordre du jour est maintenant épuisé. Je tenais donc à remercier le public qui est en live ou en direct ou bien qui sera en replay et le public présent dans la salle. Je tiens également à remercier les élus et les services qui ont donc préparé tout ce conseil municipal. Et puis je vous annonce la date du prochain conseil municipal qui, pour une fois, tous les 4 ans, ça sera possible, aura lieu le 29 février 2024. Je clôt donc la séance, vous souhaite une très bonne fin de soirée et pour ceux que je ne reverrai pas, des bonnes fêtes de Noël. Merci.
bougé depuis 2002. Donc c'est un effort très important avec ce genre de dépenses que l'on fait. Monsieur Lalmy. L'instruction budgétaire M57 sera obligatoire à l'ensemble des collectivités territoriales. Le référentiel M57 se substituera aux instructions précédentes, notamment le M14 pour les communes et leurs établissements publics intercommunaux. Les principales évolutions, c'est-à-dire ce qui change, sur le plan budgétaire, les règles budgétaires sont souples. Exemple, la fongibilité des crédits, possibilité pour l'exécutif, si l'Assemblée l'y autorise, de procéder à les virements des crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section, ou moins si l'Assemblée en a décidé ainsi. Je mets une précision, sauf pour les dépenses du personnel dont le montant des crédits ne peut être augmenté au-delà du montant prévu par la loi des finances.